Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est disputé samedi en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Saint-Gall. Un match qui s'est conclu sur le score de 4-1 pour les Brothers. Voilà, ça fait mal, mais bon, on est obligé d'y revenir. Ouais. Je vous donne le programme avant de vous présenter nos incroyables chroniqueurs. Donc on va parler des compositions, on va écouter vos hat-tricks, messieurs, nouvelle rubrique, les tops et les flops, on parlera un peu de Super League et enfin la preview du prochain match qui arrive déjà jeudi contre le FC Utrecht. Comme ça qu'on prononce Utrecht. Aux Pays-Bas. Mais avec moi le grand David McWriter qui est en train d'écrire son deuxième roman, à ce qui paraît. Le premier est toujours disponible dans les meilleures librairies. Salut toutes David, comment ça va? Écoute, j'aimerais te dire que ça va, donc on va dire que ça va. Oh là là, oh la deuxième. Je connais ce son, on l'a entendu il y a déjà... Il y a pas si longtemps que ça, hein? Pas si longtemps, hein. Il y a quelques jours. Ah bah il suffit de prendre la dernière analyse. La dernière analyse. Bah on ne change pas une équipe qui perd. Franchement. Dur. Bah pour le coup on l'a changé mais elle a quand même perdu. Elle a quand même perdu, c'est pas faux. À ma droite, le grand, le magnifique, ça ne correspond pas du tout la musique à ce que je dis. Le grand, le magnifique, Lucas. Salut, ça va. Le MacGyverino, comment ça va? Ça va très mal. Écoute, de pire en pire en fait. C'est un cauchemar où en fait quand on se réveille, on est dans un autre cauchemar. Ouais. Et en fait on sent pas. Déjà on pensait passer un bel été et il fait pas très beau et très chaud pour un été. En plus de ça, ça perd. Ça perd. Waouh. Par contre, voilà. Très bel orchestre. Par contre, je tiens à signaler. Magnifique, magnifique. Avant d'aborder tous ces sujets, j'aimerais revenir sur des sujets qui fâchent, monsieur. Sur les embrouilles, bagarres entre les différents groupes ultra du Servette FC. Ça va pas. Il faut que ça cesse. Malheureusement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas les histoires, mais nous avions une belle tribune qui commençait à être remplie presque à tous les matchs. Voilà, la bagarre c'est pas bien, la violence c'est pas bien, ça engendre que la violence et la haine et ça ne mène nulle part. Il y a d'autres manières de résoudre. Voilà, ouais. Et où est-ce que ça va mener? Peut-être déjà ça peut mener à des drames, suivant ce qui se passe dans les bagarres, des blessés graves, voire au pire des morts, ce qu'on ne souhaite pas. Et si on en arrive à là, quid des groupes ultra? Parce que finalement, on va pas arriver à la dissolution de ces groupes-là et ça, personne ne le veut en fait. Non, bien sûr. Vous imaginez un stade sans ambiance? Un stade sans monde. Un stade sans ambiance, on le connaît aussi. Hein. Ouais, mais enfin, quand même. Non, donc, messieurs, mesdames, tous les protagonistes, s'il vous plaît, réglez ce conflit. Et comme ça, on reviendra à l'essentiel, le football. Tout à fait. C'est ça, c'est le plus important. Message de paix dans ce monde de brutes. Ouais. Enfin bref, allez Servette. On est ensemble, à part ça, on est ensemble les gars. Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Non, mais on est d'accord avec toi dans le sens où il faut trouver des solutions pour régler les problèmes autres que la violence. Ouais. La violence ne résout rien. L'empire, généralement, la situation. C'est ça. C'est qu'après, tu rentres dans un cercle vicieux de violence et ça peut mener à un drame. Et voilà. Et ça, on veut pas. Non. Pour une histoire, certainement nulle. Ah, on sait pas. Bon. Et puis ça entache l'image, ça entache la réputation. On va encore taper sur les supporters et sur les Servettes des supporters à cause de ça. Ouais, enfin, je veux dire, il y a aussi tous ceux qui sont complètement extérieurs à tout ça et puis qui n'ont pas envie non plus qu'on les stigmatise. Mais après, je veux dire, l'image se fait vite. Ouais, c'est ça.
Créer une réputation, ça va vite. Après, c'est la défaire qui est plus compliquée. C'est ça, c'est qu'on commence à avoir une très belle réputation, une tribune garnie, bien remplie, qui chante fort à chaque match. Et puis là, il y a de moins en moins de personnes. Ouais. Hier, la tribune, elle était à moitié remplie. Ce qui est, par rapport à la saison dernière, c'était pas ouf. Ouais, et puis il y a la dynamique aussi des résultats. Ok, il y a aussi le 1er août, machin. On connaît les excuses genevoises. Hein. Alors que 3 jours avant, il y avait du monde. Ouais, c'était le 1er août pour les Saint-Gallois et vous avez vu le parquage. Ouais, aussi. C'était même sur la tribune principale, une partie. Il y en avait une partie dans la tribune principale, ouais, mais le parquage est impressionnant. Ouais. De mémoire, je pense pas que j'ai vu un parquage de Saint-Gall aussi rempli à la Praille. Alors Saint-Gall, je pense pas, mais d'autres. D'autres, oui, bien sûr. Zurich, carrément, il faut. Ouais, Zurich, ils prennent deux. Balibé et Sion, ça prend aussi à peu près la totalité du parquage. Ouais, je pense que tu peux. je me demandais, Attention, si vous ne voyez pas à la radio, mais David McWriter a failli se prendre une fenêtre. Ouais, tu peux la fermer, C'est quoi la fenêtre? Oui, bien sûr. Reste avec nous pour l'analyse. Tu ne parles plus de toute l'émission. Voilà, très bien. Messieurs, faites l'amour, pas la guerre. Enfin, bref. On va passer maintenant aux choses qui nous intéressaient, le football. Bah oui, le football. Et, la fat. Et c'est pas beaucoup plus glorieux. Ouais, c'est ça. Ouais. En vrai. Mais bon, il faut passer par là. Je vais vous donner les compositions, à commencer par les visiteurs, à savoir le FC Saint-Gall. Le FC Saint-Gall qui jouait c'était selon Google en 3-5-2, avec donc une défense centrale composée de Gall, Stanic et May. En goal, il y avait Vatkoviak. Le remplaçant de Ziggy. Très bonne prononciation. Le remplaçant de Ziggy. Ziggy qui, au passage, vous savez que l'année dernière, elle a joué tous les matchs, toutes les minutes. Ah. Il a pris congé alors. Et ouais. Il est blessé, il le mérite. Et donc ensuite, au milieu, ils étaient 5. 3 au milieu, Gortler, Neziri et Boukhalfa. À droite, Van der Merch. À gauche, Owusu. Et en attaque, Vogt et Goebbels. Je sais pas comment on prononce. Rebels, la néerlandaise, puisqu'on est dans les Néerlandes. Je crois pas qu'ils soient très. Oui, je crois qu'ils soient comme ça. Alors. T'as pas la place ici alors. C'est peut-être une de ses dernières titularisations. Malheureusement, Rebels, oui. Je pense qu'il est annoncé du côté du sud de l'Italie. Exactement. Il a fallu que ça soit encore contre nous, hein, franchement. Victime, tu es. Toujours les victimes préférées. Bah oui. Ouais, que dire de cette équipe de Saint-Gall, à part que voilà, ils ont commencé à faire monter des jeunes joueurs. Ils ont recruté 13 Allemands, puisque le coach est allemand. Et voilà, vous les connaissez. Moi, il y a plein de joueurs que je connais pas par rapport à l'année dernière. Je trouve que c'est une équipe qui a pas mal changé. Ouais, avant il y avait beaucoup la patte Zeidler qui était encore présente. Qui était présente, ouais. Maintenant, on la sent moins. Avec, ouais, comme tu as dit, des joueurs qui sont arrivés du championnat allemand. Il y a toujours ce bon vieux Gortler. Hein. Ouais. Je pense que lui, là. Bah oui, il y a toujours les cadres, Stanic, le jeune Goebbels, Gortler. Vogt, très bon joueur, très jeune et très bon joueur. Ouais. Neziri aussi très bon. Ouais. Mais ouais, on sent la patte. Mais je pense aussi que comme c'est une ville très frontalière avec l'Allemagne, il y a l'influence comme nous, on a avec les Français. C'est pas tant que ça avec la frontière, c'est pas si près que ça. Bah, c'est quand même très proche de l'Allemagne. C'est proche de l'Allemagne. Bon, la Suisse est petite. Berne, est-ce que Berne est proche de l'Allemagne? Ah non, ouais, mais. Saint-Gall, c'est pas si proche, c'est pas Schaffhouse, vous voyez? Oui, mais là, c'est quand même des clubs de Super League le plus proche de l'Allemagne, je crois. Schaffhouse, ouais, clairement. Non, en tout cas, Saint-Gall, t'es pas très loin de l'Autriche. L'Autriche, Liechtenstein, exactement. Influence liechtensteinoise, peut-être. Ah, qui sait? Il n'y a pas de bons joueurs Liechtenstein. Il y a certainement un gars qui doit s'appeler Buchel, vu qu'ils s'appellent tous Buchel. Liechtenstein. Ouais, et Frick, encore. Et Frick, c'est vrai, Frick. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fric. Il y a beaucoup de fric en Liechtenstein. Frick, c'est chic. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Magnifique. Devant Suisse. Jeu de mots, Ramuccio. En parlant de fric. Simplement que le fric, hier, il nous a coûté cher. Ah, pas mal. Une erreur qui coûte cher. En parlant d'une erreur qui coûte cher et de fric. Défendait les buts de Servetière dans une composition en 4-2-3-1 avec notamment Braun et Rouillet en défense centrale, Baron à gauche
et Sradanovic à droite. Au milieu, Fomba Konya, Stevanovic à droite, Morandi en numéro 10. Le nouveau joueur Njo en milieu gauche. Et enfin, en attaque, à de dernières minutes, Guimeno a remplacé Mraz. Ouais. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle, je suis d'accord avec toi. J'espère pas non plus, ouais. Mais je pense que vu le scénario, ça arrive souvent chez des joueurs qui ont des pépins physiques à l'échauffement et qui jouent pas. Je pense qu'il y en a bien pour une semaine. Donc peut-être on a juste pas pris de risque pour le préserver pour jeudi. Ouais, est-ce qu'on a la chance du coup de le voir contre Utrecht potentiellement? Peut-être. On verra ça, j'espère en tout cas, parce que on peut pas continuer avec cette attaque là. Bah c'est clair. Mais après le 11 qu'il a aligné, c'est plus ou moins celui auquel on s'attendait. Ouais. À part peut-être Njo à ça. Ailier gauche. Okay. En tout cas la défense, oui. Moi je m'attendais pas à Baron titulaire honnêtement. Moi j'en avais parlé à la précédente analyse, je pensais que bien que Baron allait commencer. Okay. En tout cas Braun on l'avait vu, mais est-ce qu'on l'avait associé pas à Séverin plutôt? On l'avait plutôt associé à Séverin. Après la logique qu'il soit puni par rapport à son carton rouge peut rester cohérente dans son choix. Ouais, ou simplement donner des automatismes à Rouillet et Braun qui vont sûrement commencer contre Utrecht. Vu que c'est vrai après un rouge. C'est possible. C'est possible aussi. Il y a d'idées. Tout à fait. Et puis Sardanovic à la place de Magnin, puisque Magnin n'a pas fait un super match. Ouais, mais on va pas reconduire Magnin de l'autre côté dans ce cas-là, à la place de Baron. Parce qu'il n'a pas fait un bon match. C'est vrai. Donc on le met sur le banc. Baron a fait un meilleur match. Baron a fait un meilleur match que Magnin, ouais. D'accord. Bah, disons que Baron, à la limite, c'est même, on va dire au niveau de la légitimité, c'est plus son poste de base. Donc, déjà, ouais. Ok. Pour le reste, vous êtes surpris de la titularisation de Njo? Oui, Njo, je suis surpris. Le gars a fait un entraînement et est titulaire, alors qu'il y a Diallo qui est déjà là depuis un moment, qui n'a même pas été titularisé. Ouais. J'avais pensé plutôt à laisser Morandi Antunes, mais là, mettre. Ouais. C'est étonnant, après, il a surpris en bien, parce que Njo a fait un bon match. Mais c'est vrai que Diallo, je m'attendais plutôt à lui qui fasse le tournus pour ce match. Ouais, je rejoins Lucas sur ce qu'on avait discuté à la dernière analyse, donc effectivement. Surprenant. Bon, quand on en parlait, il avait juste pas encore signé, donc on ne pouvait pas anticiper ça. Après, c'est vrai que si je l'avais vu sur le terrain, je l'aurais peut-être vu plus à sa place de défenseur qu'un peu plus haut, mais comme dit Lucas, franchement, c'était une bonne surprise. Ouais, parce qu'on a commencé le match, ils disent que c'est un 4-2-3-1, mais c'était plus un 4-3-4-2-1. Alors pour Blue, c'est un 4-1-4-1. Ouais, mais dans le jeu, quand on voyait le match, on avait plus l'impression que c'était 3 derrière avec Baron, Braun, Rouillet, Njo qui jouait piston avec Sardanovic aussi piston, et puis on avait un milieu Fomba Konya, et devant on avait Morandi, Steva qui faisait en milieu off et qui soutenait Guimeno. Bon, il y avait beaucoup de mouvements au cours du match. Après, à un moment, j'ai vu Steva en 9 à un moment. Ouais, ça c'était plus vers la fin. Rien qu'à la mi-temps, on est repassé à une défense à 4. Ouais. Qui à la mi-temps, c'est. Et Njo qui revient. Ouais, Njo qui revient latéral gauche. Antunes qui prend l'aile à gauche. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'entrée d'Antunes à la mi-temps. Et puis on joue en 4-3-3 avec Konya en sorte de 10 au milieu off. Ça marche pas trop bien. Après, on a un changement. Steva passe dans l'axe. En pointe. Parce que Diallo rentre. Diallo, il rentre un peu plus tard. Il prend le je vais vous donner les. C'est Antunes qui rentre à place de Morandi à la 46e minute. Et après, Diallo. Changement de nouveau totalement incompréhensible. Mais bon. C'est vrai, je suis d'accord. Diallo qui va rentrer pour Guimeno à la 66e minute. C'est ça, voilà. Diallo prend à droite. Et c'est Steva qui devient attaquant de pointe. Et puis même à la fin, il y a Varela qui rentre. Varela prend la place de Steva. Et il y a eu trop de changements dans ce match tactique. Tout ce qu'on retient, c'est qu'il faut un nouvel attaquant. Il prend la gauche, non? C'est parce que il prend la gauche, mais Antunes passe dans l'axe, du coup. Antunes passe dans l'axe. Là, on repasse en 4-2-3-1. Et Steva est toujours en pointe. Voilà, donc on fait, dans la logique, on fait 3-4-2-1. Après, on passe en 4-3-3. Et à la fin, on passe en 4-2-3-1. Ouais. Ça, effectivement. Pour un match qu'on n'a pas maîtrisé ça a de quoi perturber les joueurs sur le terrain aussi. Ouais, je sais pas. Je pense que d'un côté, c'est bien de maîtriser plusieurs systèmes tactiques. Comme ça, tu es assez polyvalent suivant les adversaires. Mais je suis d'accord, mais on n'a rien maîtrisé du tout. Donc
C'est vrai, c'est pas faux, mais dans un jeu où tout va bien et tout est en bonne intelligence, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Faut déjà maîtriser un. Après. C'est vrai. T'avais un ski sur le pied gauche et un surf sur le pied droit. Débrouille-toi avec ça maintenant. Très bien. Pas trop d'analyse tactique puisqu'on vient de la faire. On va passer directement à vos hat-tricks, messieurs. Lucas, tu veux commencer ? Je te vois tourner les pages. Je sais même plus, tu sais. Écoute, c'est pas compliqué. L'important, c'est 3 points. Malheureusement, l'important, c'était ces 3 points-là qu'il aurait dû faire mieux. En fait, c'était ça. Alors, je t'écoute. J'ai 3 points. Mon premier, c'est un cauchemar défensif. Mais bon, ça, je pense que... Voilà. Mon deuxième point, ce sera efficacité contre inefficacité. Ok. Et mon troisième point, ce sera crise sportive, point d'interrogation. Oh. Tu vas loin. Mon stylo ne marche plus super. Très bien. Et toi, Lucas? Merci. Moi, je dirais une fébrilité défensive qui se continue depuis 2-3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'on concède au minimum 3 buts, ce qui est énorme. Beaucoup d'actions. Deuxième point, malheureusement, cette alternance de gardiens, mais on y revient. Mais je pense que là, on a ressenti... Chaque émission. Chaque émission. Et avant, on parlait beaucoup du fait qu'on tombait pas sur Mal alors qu'on tombe sur Frick. Dernière émission, on est tombé sur Frick. On est tombé sur Mal. Là, on tombe sur Frick. Et c'est pas les joueurs en tant que tels, c'est plus cette alternance qui vient nuire à ces 2 gardiens. Et puis mon troisième point, c'est cette incohérence tactique. On n'a pas de jeu. Enfin, on a un jeu qui tient souvent dans les premières minutes de jeu de match. Ça tient 20 minutes, 25 minutes. Après, moi, je rajouterais un point. C'est finalement la faillite mentale. Ouais. Ça veut dire que dès qu'il y a un événement un peu contraire, à part contre IB, où je trouve que Servette a quand même bien résisté, contre Pilsen, le carton rouge de Séverin plombe totalement le match. Hier, le premier but, la boulette de Frick, j'ai l'impression qu'elle plombe tout le monde. Ouais. Au-delà du carton rouge de Séverin, il y a la boulette de... Il y a les 3 minutes de catastrophe. Ça, c'est des errements défensifs. Je veux dire, après, Servette revient bien. Tu vois que dans la deuxième mi-temps de Pilsen, on va pas refaire Pilsen, mais Servette est assez bien, en fait. Tu pars sur le plan là mental. où hier... Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la suite de ces 2 événements dont je t'ai cité dans ces 2 matchs, Servette n'existe plus. Ouais, tu vois, après le carton rouge contre Séverin, Servette n'a plus d'action, Servette n'existe plus. Hier, après la boulette de Frick qui intervient quand même, je crois c'est la 11e minute, Servette n'existe plus non plus. Alors que contre IB, quand Mazzico fait la faute, contre IB, encore on revient. Ouais. Et c'est ensuite qu'on s'écroule. Et il n'y a pas de temps, on s'écroule en concédant beaucoup d'actions sans encaisser trop de buts en vrai. Contre Pilsen, il y a beaucoup d'actions aussi le match aller, même si c'est une victoire. J'ai l'impression qu'on cède beaucoup. Donc voilà, pour revenir à vos premiers points, les 2, ça fait 4 matchs où on fait que concéder. J'ai l'impression qu'on est fébrile, on n'est pas à notre avantage, on ne domine pas le jeu. Chaque match, à la fin, on se bouffait par l'adversaire. Il y a une période ou un moment du match où on se bouffait par l'adversaire. Que ce soit IB, que ce soit Pilsen, que ce soit Saint-Gall. À des moments, on était là, waouh. Il y a eu combien de tirs de l'adversaire? Ouais, Saint-Gall hier, c'est tout le match en fait. À partir de justement, avant la bourde de Frick, t'es assez bien. Avec c'est que 11 minutes, mais quand même, t'es quand même bien, tu vois. Ouais, comme les 25 Servette minutes va de Pilsen, comme les 25 minutes de Pilsen, comme les 9 minutes. Oui, mais sauf que Pilsen après, il y a, tu reviens en deuxième mi-temps, tu vois. T'es dominant, t'as des actions. Pas tant que ça, mais ouais. Mais enfin, t'existes. Oui. Là, hier, le pressing de Saint-Gall, Servette n'existait plus. C'est ça. Mais bon, après, il y a le. Après, Saint-Gall a aussi su faire bloc. Et donc, quand Servette avait la balle, Servette n'avait pas d'idée. Puis, il y a ce background de matchs perdus à la suite qui ont pesé en plus sur ce match. Tu fais une erreur contre Saint-Gall. Tu dis, mais ça recommence en fait. Que ça soit, c'était pareil contre Young Boys, c'est pareil contre Pilsen, et là encore une fois on se fait avoir comme des cons. Là, peut-être c'est aussi mental. Comme c'est les failles individuelles qui plombent un collectif. C'est souvent là. Pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 fautes individuelles qui nuisent un match.
Ouais. Et c'est ça qui nous plombe aussi, parce que si c'était une erreur, on va dire, enfin, plutôt une action bien menée par l'adversaire, où justement c'est eux qui marquent, ça change aussi un peu la donne. Parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, tout le monde se regarde après pour savoir qui est responsable. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je crois que c'est sur le deuxième but. Non, le troisième. Le troisième, Ouvry qui est responsable déjà parce que c'est lui qui provoque, qui met la balle en corner alors qu'il peut clairement faire autre chose. Le corner est très très mal défendu, mais il gueule sur Serdanovic. J'ai envie de dire, mais mon coco, c'est toi aussi qui fait en sorte que cette situation elle arrive. Alors certes, Serdanovic, il a pas de bol, il remet la balle sur le dos de Braun qui revient dans les pieds de Vogt. Franchement, puis Serdanovic, 18 ans. C'est ça. Et je veux dire, je trouve que si on perd lui pour la première fois. C'est ça. Et surtout la frappe toi, t'es capitaine. Hein. En plus. Et la frappe de Vogt, en plus, elle est sur le côté gardien, donc en plus. Tout à fait. Mais de toute façon, les tu trois pas buts. encaisser un but sur les côtés gardiens. Mais... Ouais. Et même le deuxième but qui est pas complètement imputable à un joueur en particulier, parce que c'est nouveau une erreur collective. Ouais. Le problème, c'est qu'on donne les buts. Et c'est ça, en fait, où j'ai l'impression qu'en fait, on a presque trop peur, mais tellement peur, c'est que on se saborde. On n'attend pas que limite, on n'attend pas que l'attaquant nous fasse mal. Et moi, ça me fait peur, en fait, pour la suite, parce que les prochains matchs, maintenant, je sais limite pas comment on va les aborder, parce que le prochain match, c'est Utrecht. Moi, honnêtement, je connais pas trop le championnat. On a quelques éléments, on parlera d'Utrecht. Mais comme je disais à la dernière émission, s'il termine 4e du championnat hollandais, franchement, c'est que ça doit quand même y aller. Et moi, je pense pas qu'on va se faire bouger. Je pense qu'on peut se faire rouler dessus avec une mentalité comme ça. On verra ça après pour l'avenir. Parlons du passé présent. Et revenons à ce match. On a pointé les errements défensifs. Et les failles individuelles défensives, en fait. Mais finalement, n'est-ce pas toute l'équipe qui se fait ouvrir en deux sur des actions où, normalement, il y a des actions où Saint-Gall est passé au milieu. Ouais, et ils ont eu les espaces au milieu, en fait, du camp servétien. Ouais. À voir, parce que ça fait 3 analyses qu'on tombe sur la défense en disant que c'est pas un joueur spécifiquement qui a nuit à la défense, mais c'est plus la défense en tant que telle qui n'a c'est pas de nouveau c'est les mouvements et les espaces laissés. Mais je suis d'accord qu'il y a souvent des grands trous entre le milieu et la défense de Servette. Après, faut voir c'est quoi les consignes de jeu. Si c'est presser haut et que c'est pas la défense qui monte, ça c'est le problème de la défense. Si par contre c'est revenir vite et que c'est pas les milieux et les attaquants qui font, ça c'est leur problème à eux. Ça dépend de la consigne que donne le coach. Après, est-ce que la consigne elle est comprise? Parce que si on reprend le match de Pilsen et le premier but, où justement tu as une espèce d'incompréhension, comme on disait, est-ce que Steva doit être au marquage du joueur? Normalement, Séverin doit prendre, mais que Magnien est sur un autre, tu vois. Il y a ça aussi. Est-ce que c'est un problème de compréhension de ce qui doit être fait au niveau du plan de jeu? Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème que justement en ce moment j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas dans leur tête? Moi je le dis, je le voyais déjà la semaine dernière avec pour moi la prestation de Konya, elle est significative de ce qui va pas au club. Ouais, tout le monde est un peu en dessous, même Steva malheureusement qui est souvent bon, on peut pas dire qu'il a été très bon sur les 2 derniers matchs malheureusement. Mais tu vois leur gestuelle, tu vois comment ils parlent à l'arbitre, comment ils sont stressés, comment chaque erreur, ils se prennent la tête, ils sont là comme si c'était la fin du monde. Finalement, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance et je sais pas, ils cèdent plus à leurs émotions que d'habitude. En fait. On les connaît pas comme ça. Et ça, est-ce que c'est un problème de stress parce qu'ils veulent livrer et ils ont des attentes exigeantes cette année pour jouer l'Europe, pour jouer le haut du classement? Ou est-ce que c'est juste qu'ils sont pas en adéquation avec le coach? Ou est-ce que c'est une cohésion d'équipe qui marche pas? C'est tout simplement une faillite mentale. Pilsen, c'est dur. Le scénario de Pilsen, il est dur. Mais des fois aussi, comment tu te remets de ça, en fait? Des fois, souvent aussi, quand la cohésion de groupe ne va pas, t'as des joueurs qui s'énervent plus facilement, qui s'emportent plus dans leurs émotions parce qu'il y a un groupe qui est pas bien construit. Et ça peut être. Ouais, je pense pas que ce soit ça.
Ça peut être une des raisons. Ça peut être une des raisons, mais apparemment, l'ambiance a toujours été plutôt bien bonne dans ce vestiaire. Ça, on sait pas. Ouais. On sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, mais en tout cas, de ce qu'on ressent, c'est soit c'est le stress de la compétition, le stress de performer. Tout simplement, ouais. Soit c'est une cohésion qui va pas. Ouais, moi, je t'avoue, je mettrais ça plus peut-être sur le stress de performer. Et il y a quand même une différence. Je vois quand même une différence entre le match de IB et puis les 2 derniers. Tu vois. Et puis, où un élément perturbe complètement l'équipe. Un fait de jeu perturbe tout. Non, mais ça devrait pas. Ça devrait pas. Parce qu'il devrait avoir des leaders sur le terrain qui, et ça l'a fait. Chaque événement, remobilise l'équipe, fasse en sorte que, voilà, si on est soudés. Si un événement dans un match te fait couler, c'est parce que l'équipe elle n'était pas soudée. Il faut souvent un événement pour une équipe qui n'est pas soudée pour s'emporter. Et pourtant, je pense toi comme moi, on a joué dans des équipes de foot où des fois ça allait pas et puis en fait il suffisait d'un but et puis voilà, tout le monde baisse les bras, tout le monde veut plus jouer. Parce que... Mais tu vois, IB il y avait 2-0 à un moment et Saint-Gall il y a 2-0 aussi. Ouais. J'ai eu, et même à 10 contre 11, j'ai eu plus l'impression que AIB Servette pouvait aller égaliser que hier contre Saint-Gall. Hier, il n'y avait pas de... Hier contre Saint-Gall, on l'a senti, après le 2-0, on l'a senti tout de suite qu'en fait, il fallait un miracle. Et après, un demi-miracle, c'est ce but de Stevanovic qui permet de prendre un peu espoir, mais l'espoir est tué dans l'œuf par Saint-Gall qui 2 minutes après te met un but, quoi. Ça m'a refait penser exactement au scénario des 2 cartons rouges de Pilsen, où tu penses que justement tu vas pouvoir profiter d'une situation. Et voilà. Et c'est cette espèce d'ascenseur émotionnel aussi. Difficile de s'en remettre ça. Hein. Ouais, non, mais oui, bien sûr. C'est à expliquer aussi. Bien sûr. Après, nous, on se regarde, on est un peu abattus. Eux, c'est des professionnels et puis ils sont censés justement relever la tête et puis bomber le torse. Mais moi, un début de championnat comme ça, il me fait peur. Parce que moi, je me souviens de périodes sombres de Servette où tu commençais à faire des points à partir du 14e match. Et j'ai pas envie de vivre ça. Hein. Je pense pas. Je pense que tu es un petit peu trop alarmiste. Je suis alarmiste. On est dans une période un peu difficile où tu vois, t'as cette pression de te qualifier en Coupe d'Europe. Ouais, mais tu vois les périodes difficiles qu'on a eues les années précédentes sous Weiler, par exemple. Ouais. Ah, mais moi, je parle de bien avant ça. C'est pas tant que. Oui, bien sûr. Mais je dis là, pour reprendre des exemples récents, c'est pas tant qu'on jouait mal. C'est juste qu'on perdait les matchs sur d'autres choses, mais là j'ai l'impression vraiment que au niveau du jeu on propose rien. Non. Sous Geiger, il y a eu des périodes où on proposait rien aussi. Hein. Ouais, là tu me parles de. C'est une période. Oui, il y a aussi une période qui, j'ai pas envie de dire qui est révolue, mais le Servette de Geiger, c'est pas le Servette d'aujourd'hui. Voilà, non, bien sûr. C'est le Servette qu'on attend aussi. C'est ça. C'est pas un Servette qui fait pas de points au mois d'octobre. Ça, c'est maintenant. Des trucs qui m'auraient énervé. J'ai oublié ça. Il y a des trucs qui m'auraient énervé à l'époque où Geiger faisait des trucs pas top. Peut-être qu'aujourd'hui, ça me ferait pas du tout le même effet. Ouais. Qu'aujourd'hui, on attend vraiment quelque chose où, après les deux dernières années qu'on a vécues, j'ai presque envie de dire qu'on est en droit d'attendre plus. Ouais. Est-ce que justement, c'est ce que je disais la semaine dernière dans mon point sur est-ce qu'on a encore le complexe du petit, est-ce que justement là on se voit peut-être un peu trop beau, est-ce qu'on a trop, tu vois, trop goûté à un truc pendant 2 ans et puis qu'en fait non, c'est juste que faut savoir rester à sa place, puis en fait Servette c'est peut-être pas un candidat au titre. Est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? Alors le fin d'un cycle, il est inévitable. Hein. J'allais venir plus tard. Il est inévitable le fin de cycle. Maintenant la fin de cycle, il faut commencer à faire du renouvellement. Bah ouais. Et sans dépenser 1 franc sur le marché des transferts, ça va être difficile. Il y a déjà eu. On pourrait dépenser. Enfin, on en a dépensé. Les joueurs qu'on prend là, ils sont tous gratuits. Ah ouais, tous? Ils sont tous gratuits, ouais. Même Enjo? Ouais, Enjo est gratuit. Plus, non, gratuit. Enjo, il était fin de contrat. Diallo, c'était gratuit. Ah, ok. Morandi, c'était gratuit. Tout est gratuit. C'est vrai. Mais après. Fin d'un cycle, on perd déjà 2 joueurs remportants de la saison passée, Crivelli, Kuteza. Et Tsunemoto. C'est 3 joueurs qui étaient dans ton 11 et que tu les perds, et en soi, numériquement, tu les as peut-être remplacés parce que tu as recruté des joueurs. Mais est-ce que dans le jeu, dans l'importance, dans le vestiaire, tu as remplacé ces joueurs? Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas un temps d'adaptation pour ces nouveaux joueurs? Mais moi, je critique pas les nouveaux joueurs.
Je dis juste que s'il y a des cadres. Mais donc forcément, ça fait baisser le niveau de l'équipe en fait. Que les joueurs qui étaient déjà pressants la saison passée prennent ce rôle de cadre si c'était ces joueurs-là qui étaient partis qui avaient ce rôle-là. Et dans ce cas-là, ça explique aussi un baisse de niveau d'équipe si tout le monde n'est pas encore au diapason. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Pour moi, les craintes d'il y a quelques mois en arrière par rapport à aujourd'hui, quand je voyais toute cette vague de départ, justement, je me disais, mais quel sera le visage de l'équipe à la rentrée ? Parce qu'on sera pas prêt. Ouais. Et force est de constater qu'on n'est pas prêt. Ouais. Donc je suis pas complètement surpris. Par contre, moi, ce qui me surprend plus, c'est le fond de jeu. On peut ne pas être prêt, mais ne pas être catastrophique sur le terrain comme ça. Moi, j'ai vu quand même des beaux mouvements. Mais il y en a pas assez. Et je pense que mais je pense qu'il faut juste. Quand je te dis catastrophique, je te parle aussi d'erreurs individuelles. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut juste un brin de confiance pour retrouver ça. C'est pour ça que je suis pas aussi catastrophé que toi. Tu vois, aussi alarmé que toi. Parce que tu m'as l'air vraiment pas bien, David. Honnêtement, qu'est-ce qui ne va pas pour la suite, tu m'as l'air très inquiet. Ouais, je suis inquiet. Voilà. Je suis inquiet. Non, mais il est là. Non, mais on ne comprend pas. Non, mais oui, je suis inquiet parce que pour l'instant, j'entends des belles paroles de Antunes et de Konya après le match en disant que ok, il y a eu des erreurs individuelles et collectives, mais qu'il faut qu'ils travaillent plus ensemble, qu'ils travaillent plus collectivement ensemble. Et voilà. Ouais. On attendra de voir. J'attends de voir, c'est ça. Attends de voir. Attends voir, dis-voir. J'attends voir. Mais pour l'instant, je suis pas rassuré, malheureusement. Ouais, vous avez mentionné l'alternance des gardiens. Ça, je pense, on va revenir dans les tops et les flops. On va ouvrir le sujet des incohérences tactiques, puisqu'on a parlé de la crise aussi. Bien sûr. Le chef d'orchestre de tout ça, finalement, c'est Thomas Eberli. Comment est-ce que vous jugez, lui, son début de saison, ses choix en termes de titulaire, ses remplacements durant les matchs, comment ? En fait, ça fait 1 an et quelques mois qu'il est là, Eberli, et j'ai l'impression que je ne vois toujours pas son idée de jeu, de ses fondements de jeu. J'ai l'impression qu'il a surfé pendant longtemps sur le style de Weiler, en essayant aussi de trouver un peu son propre 11, en mettant des fois des joueurs cadres sur le banc, en faisant jouer comme ça. Mais tactiquement, j'ai encore du mal à comprendre quelles sont ses idées de jeu. Est-ce qu'il joue la pression ? Est-ce qu'il joue la conservation de balles ? Est-ce qu'il joue les ballons longs ? Est-ce qu'il joue sur les ailes ? Quand même, l'année dernière, on était plutôt sur un jeu de possession ou des fois à la récupération de balles, allez vite. Moi, t'as l'impression que tu vois ça en ce début de saison actuellement ? Parce que peut-être, toi, quand tu parles d'une patte Eberli, tu parles d'un jeu peut-être très stéréotypé, où là, je te dis finalement, par rapport à Weiler, il y a quand même une différence. Il y a une différence parce que Weiler exigeait beaucoup sur le pressing. Ouais, là où on ressent plus trop avec Eberli. Ouais, mais avec Eberli, par contre, j'ai l'impression qu'on avait peut-être un peu plus de maîtrise de la balle, possession de balle. L'année dernière, mais cette année-là, pour l'instant, je vois que des ballons dégagés. Voilà, non, mais là où je veux dire, tu dis que ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de. Parce que là, il change tout le temps. Là, début de saison, c'est plus le même jeu. Et moi, j'ai l'impression que je pensais avoir cerné le personnage, et là, en fait, c'est plus du tout le même. Est-ce qu'il a les mains, on parlait de justement, est-ce qu'il a les mains libres depuis que Weiler est parti ? Est-ce qu'il les avait avant ? Non, avant non. Il avait justement, on avait conclu que non. Non, mais alors est-ce qu'il les a toujours ? Pour moi, je te rejoins, hein, Lucas, hein, mais moi, je vais même être au-delà de ça. Moi, j'ai pas vu de progression dans les joueurs. Moi, j'ai pas vu de progression. Je veux dire, il y a même des joueurs que je trouvais bons, que je trouve moins bons. Ou qui n'ont pas la même influence. Alors peut-être qu'ils leur demandent autre chose, mais il y a des joueurs que je vois moins. Il y a quand même beaucoup de changements dans cette équipe. Ouais. Maintenant, entre Brown, entre les latéraux, entre le milieu, entre l'attaque. Franchement, si on réfléchit, il y a beaucoup de changements. L'attaquant a changé. Les latéraux, il y a Mazikou qui est là. En défense, il y a un nouveau joueur de qualité, qui est Brown. Latéral droit, il a changé. Au milieu, Doulin étant blessé, Ondua, on ne sait pas pourquoi, ne joue plus. Ça, on ne sait pas non plus. Fomba est arrivé, Konya est là, donc ça a changé. Sur les ailes, à part Steva,
Ça a changé. Oui. Donc, quand même, on sait très bien que quand tu as une équipe qui est bouleversée avec pas mal de changements, il faut quand même un temps d'adaptation. Ouais. Après, le coach, il a ses cadres qui sont là depuis la saison passée. Enfin, mais les cadres, il y en a 3. C'est Konya, Steva et Rouillet. Rouillet, Séverin, Frick, Mazikou. C'est des cadres en soi. C'est des anciens joueurs. Mazikou, je ne suis pas sûr que Mazikou soit un cadre. Pas encore, je pense. Antunes, ça devient aussi. Tu vois, il y a pas... Antunes. Mais pour moi, c'est vraiment une absence de fondement de jeu. Et puis, j'ai peur de la suite. En fait, je me dis, est-ce que c'est un coach capable de... Ou est-ce que c'est un coach capable de mener Servette vers le haut? Ou est-ce que c'est juste qu'il a repris... Il a continué la dynamique positive qu'on avait de la saison où on gagne la Coupe de Suisse et que là, ça s'est juste essoufflé. Moi, je me demande. Hein. Après, peut-être qu'il va me donner tort. La question. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois de ces 3 premiers matchs. C'est un Servette qui joue par moment au football. Parce que je pense que les cadres savent jouer au football et ils ont... C'est ça, c'est là où je suis pas très inquiet, c'est qu'en fait, il manque un brin de confiance pour redonner le dynamisme à ce jeu. On a vu des beaux mouvements, même dans ces matchs complètement galères. On a vu des 1-2, on a vu que ça allait facilement vers la surface de réparation. Et en fait, finalement, on se retrouve avec les mêmes problèmes que chaque année. C'est créer des actions dangereuses et la finition. D'autant plus qu'on a perdu Mraz, qui semblait être... une solution à ça, il faut une demi-occasion pour mettre un but. Bah là, sans Mraz, on n'a plus personne en fait. Donc pour toi, c'est plus la faute des joueurs que du coach? Pour le moment, ouais. Après, je sens aussi que Eberly, dans ses choix tactiques, des fois, peut un peu perturber. Mais pour le moment, je n'irai pas jusqu'à incriminer Eberly à mettre tout sur son dos. Alors il y a un truc que tu soulèves, c'est que ses choix tactiques, c'est aussi ses changements. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait 3 matchs. Les changements, ils n'ont aucune cohérence. Ah, je suis d'accord. Tu sors des joueurs qui performent bien dans le match, tu les sors sans aucune raison. Peut-être je prends le cas de Morandi. Hein. Attends, juste une chose. Peut-être qu'ils sont limités physiquement parce qu'ils ne peuvent pas jouer plus. Bah, ils ont fait une prépa. Ils ont fait une prépa physique. Ils sont censés mais tu sais, suivant les joueurs, il y en a qui tiennent plus que d'autres. Steva, tu sais très bien qu'il va tenir 90 minutes. Morandi, je le connais pas assez bien. Peut-être pas. Je sais pas, il m'a pas l'air fatigué. Antunes, tu sais très bien que c'est pas un joueur qui au début peut tenir 90 minutes. Je sais pas. Alors pour moi, Morandi, c'était pas une question. Ouais, c'est pas une question de fatigue. À chaque fois, c'était une question de schéma de jeu. Comme si c'est le bouc émissaire alors qu'il joue. Même contre Pilsen en plus. Pilsen, il sort à la 60e. Non, il sort à la mi-temps. Ce match, il sort à la mi-temps. Là, Pilsen, il sort à la 60e. Contre Young Boys, c'est pas de sa faute, mais c'est quand même lui qui prend. Et ça fait 3 matchs de suite, il sort prématurément alors que c'est pas, il joue, c'est pas le plus nul sur le terrain. C'est loin de là, c'est presque un des meilleurs. C'est qui monte le plus. Et ça m'étonne. Et je trouve que ces choix-là sont pas cohérents. Aussi dans les changements. Ça, à ce niveau-là, je te rejoins. T'as Ondoa il a fait toute la pré-saison. Il a fait les matchs amicaux. J'ai vu les compos. Il était la plupart du temps titulaire. On arrive au championnat. On arrive en Coupe d'Europe. Je sais pas. Situation contractuelle. Peut-être qu'il est blessé. Après, on n'en sait rien. Il est sur la feuille de match. Il est là. On l'a vu s'échauffer en plus. Il n'a pas joué une seule minute. Alors qu'au milieu def, on a mis Baron. Ouais. Donc pour moi, c'est des choix tactiques. Oui, j'avoue que ça, c'est incompréhensible. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a des trucs à l'interne que je peux pas savoir, des trucs contractuels. On doit peut-être sur le départ. Peut-être qu'avec le coach, il s'est frictionné, je sais pas. Ouais. Mais pour moi, footballistiquement, ce choix n'a aucun intérêt de laisser Ondoa sur le banc alors qu'il peut te servir dans le 11. Du coup... Et Morandi qui sort aussi prématurément. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dave? Moi, le stigmate du remplacement avec un point d'interrogation, c'est les remplaçants contre Pilsen. Moi, je vais garder ça comme référence pour le reste de la saison tant que Eberly est là. Parce que sortir Magnin à la 89e après le match qu'il fait, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et au-delà de ça, je veux dire, hier, sortir Morandi pour faire rentrer Antunes. Déjà, en plus, je m'en étais même pas rendu compte parce que c'est Lucas qui me le dit. Parce moi, j'ai remarqué ça à 60 minutes aussi. Pour nos followers, donc, on était les 3 ensemble pour regarder ce match. Donc on a fait déjà une pré-analyse pendant le match. Et, voilà, donc effectivement, moi, si tu me le dis pas, je me rends même pas compte. Et honnêtement, je vois pas forcément. Alors oui, il a une occasion qui peut potentiellement
amené un but en deuxième mi-temps. Antunes, c'est un petit cafouillage là à la fin. Mais au-delà de ça, je vois pas ce qu'il a apporté. Ouais, mais quel intérêt de ce match contre Saint-Gall de faire rentrer Magnin? Tu perds 3-1. Quel intérêt de faire rentrer? De redonner confiance, peut-être, je sais pas. Je crois pas que ce soit le bon match pour redonner confiance. Je sais pas, non mais tu vois, j'en sais rien. À qui que ce soit. De toute façon, est-ce que Eberly a des bonnes idées? Donc j'ai peut-être pas forcément des bonnes réponses. Mais quel intérêt de changer poste pour poste un défenseur central? Braun, c'est Braun qui sort à la place de Séverin. Séverin qui rentre à la place de Braun ou Rouillet, peut-être pour le ménager. Mais poste pour poste. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris ça non plus. Mais c'est pour pas qu'ils prennent un deuxième jaune peut-être. Ah oui, parce qu'hier, ça a distribué. Oui, hier, oui. Hier, il y a quand même 7 joueurs de Servette qui ont fini avec un jaune. Est-ce que vous avez regardé le match? J'ai regardé un petit peu après le mi-temps, je m'endormais. Franchement, entre-temps. Moi, alors, le jaune de Cognac, je trouvais limite légitime. Apparemment, c'est limite le plus sévère de tous, mais les autres sont plutôt mérités. Ouais, au final. Ouais, quand on disait encore un jaune, mais franchement, quand tu regardes les fautes, on va dire mérite peut-être pas tout un jaune. Est-ce que la faute du Saint-Gallois au début méritait un rouge? Non, mais franchement, ça va. Ça vaut pas un rouge. C'est un jaune. Ouais. Je l'ai vu celle-là. J'étais pas encore dans le match. Donc la jambe aurait été un tout petit peu plus sur le tibia. Oui, là, c'est clair. Très bien, messieurs. À partir du moment où il donne jaune à la première faute, je vous pose sa ligne directrice et de donner jaune à chaque faute. En fait. Enfin, à chaque faute qui ressemble. Là, pour le coup, il a été cohérent. Je vous pose la question qui fâche ou pas? Eberly out ou Eberly pas out? Moi, j'attends de. C'est trop tôt. Immédiatement, non. Je suis contre le fait de virer les coachs assez rapidement sur des coups de tête. Il faut vraiment que ça soit un peu réfléchi. On est d'accord. Si on joue pas à l'Europe ou si on joue pas à l'Europe ou si la série de défaites continue avec des matchs contre Getse qui sont ratés la semaine prochaine ou je sais pas contre qui on joue dans 2 semaines, mais voilà. C'est censé aller à Sion. Peut-être ce match qui sera reporté. S'il y a cette série ou si on joue pas l'Europe, oui. Là, je pense qu'il faudra. Toi, t'attends de pas jouer l'Europe? J'attends de voir la prestation contre Utrecht. Si elle est vraiment catastrophique, là, je pense qu'il. Tu veux pas au moins sauver la conférence, c'est ça que je veux dire, parce que. Mais je pense pas que c'est avec un nouveau coach que tu la sauveras en fait. T'en sais rien, un petit. Oui, ça c'est clair que j'en sais rien. Mais t'en sais rien non plus. Ça se trouve, Eberly te le qualifie pour la. Si contre Utrecht ça joue à un fil et qu'en fait on a fait une bonne prestation, je le vire pas. Tu vois. Je garde encore la chance de la conférence. Il faut voir le fond de jeu qu'il nous propose au prochain match. Si c'est vraiment prochains matchs catastrophique. Mais entre nous, le fond de jeu il va pas changer en deux matchs. Il faut que je vois que ce soit un peu mieux, qu'il y ait un peu plus de réussite. Ouais, mais je veux voir la réaction des joueurs sur le terrain aussi. Et la réaction des joueurs sur le terrain, elle vient des joueurs eux-mêmes, mais de ce que va aussi leur. Je pense qu'il a 3 matchs. Eberly. Ouais, 3 matchs. 3 Utrecht, aller, Getse et Utrecht retour. Si ces 3 matchs sont ratés, out. Si ces 3 matchs sont réussis, in. Si les 3 matchs sont perdus, ça nous fera 6 défaites de suite. Ouais, c'est énorme. Hein. Ça fait beaucoup. Mais ça peut être aussi défaite, match nul, défaite. Pour moi, c'est pas un résultat. Surtout Getse qui sont sur 2 défaites. Donc tu veux un 2 points, quoi. Tu veux du 4 points sur 6 matchs. Sur 3 matchs. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Oui, mais dans l'idée. Tu veux même 6 points sur 9 matchs. 6 sur 9 matchs. Okay. En gros, gagner Getse et passer Utrecht. Ouais, ou une des deux confrontations. 6 en 9 matchs ou 6 en 9 points? Parce que t'as dit 6 points en 9 matchs. 6 points en 9 matchs, on peut les faire. 6 points en 3 matchs. Très bien, messieurs. On va passer au cas individuel, si vous le voulez bien. On passe au top et au flop. Puis il faut continuer ce chemin. Il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Je viens de réaliser qu'en fait, il n'y a rien qui va dans ce jingle. À part le tonton Steven Viss, gros bisous à lui et à la mobilière. Eberly qui dit faut jouer au football alors que. Waouh. Guimeno qui marque. Faut gagner des matchs. C'est la science-fiction. C'est le nouveau film
Star Wars. C'est ça. Non, il a dit il faut gagner des matchs, il faut jouer au football. Mais pas que ça dure au-delà de la 28e. C'est ça, sinon après. Messieurs, arrêtons de taper sur le petit Thomas et passons au top et au flop. Non, mais si on avait gagné ce match, tout le monde aurait été content, je pense. Oui, c'est clair. Bon. T'en as d'autres des comme ça? C'est Eberly style. Hein. L'important, c'est les 3 points. Et Eberly, je l'ai vu s'énerver. Hein. Oui, contre Romano, à l'interview, parce qu'il lui a posé trop de questions sur, 3 questions sur le gardien. Sur les gardiens. Ah ouais. Et bon, vous allez m'envoyer vos top et vos flop, mais forcément, vous l'aviez mentionné dans vos 3 points, cette question va revenir. Je vous laisse. Top et flop là. Vas-y. Flop, commençons. Flop. Non, tu sais quoi? Commençons par les tops. Oh. Bah oui. Bah moi, mon top de ce match, c'est le ballon du match. Personne n'a jamais pensé à mettre le ballon du match en top. Et pourtant, on n'oublie pas que sans ballon, on ne peut pas jouer au foot. Allez, c'est la fin pour moi. Tiens. Merci d'avoir participé à cette émission. Bref. Allez. C'est la meilleure analyse que j'ai entendue en 4 ans. Non, pour moi, l'homme du match de cette rencontre, c'est Njo. Qui a fait une très bonne prestation pour son premier match sous les couleurs servétiennes. Il n'est pas encore affecté par le virus Grenat, visiblement. Il a apporté beaucoup de choses sur son côté. Il a joué ailier alors que c'est pas forcément son poste de prédilection. Il a joué ensuite latéral gauche. Il était très en jambes. Il a créé quelques occasions en première mi-temps. Pas mal de centres, dont des centres où je suis d'accord que c'est les attaquants qui étaient mal placés, mais bon, on n'avait pas d'attaquants dans ce match. Et d'autres centres quand même qui sont un peu foirés. Un peu foirés. Oui. Mais... Centre tard à la Ligue 1, comme on dit. Mais dans le balle au pied, il en a pas perdu, je crois. Non, il a été bon, je suis d'accord avec toi. Il faisait ce qu'il fallait pour pouvoir centrer, parce qu'il faut quand même éliminer le latéral pour pouvoir centrer, quoi. Très bien. Qui tu sauves, Dave, dans ce match? Alors, d'abord, Njo, qu'est-ce que t'en penses avant de... Alors justement, je vais rejoindre. Tu le sauves. Ouais, je vais rejoindre Lucas. Ce que je disais en off, aujourd'hui, je n'ai pas de top, j'ai des motifs de satisfaction. Le professeur est là. Professeur Dave. Non, mais parce que franchement, top, s'il y a vraiment. Peut mieux faire, ouais. Top, t'as vraiment, tu sais, genre, t'as le joueur qui se démarque, tu sais, genre vraiment, tu sais, genre même si c'en est deux, ok, mais là, franchement, qui se démarquait. Enfin, j'ai envie de dire, c'est limite le. Rebels non mais du coup d'habitude c'est franchement une fois sur deux dans les Servettes Saint-Gall l'homme du match c'est Ziggy. Bon bah cette fois Rebels, je te parlais du bon côté de la barrière de Rushdie. Donc oui, motif de satisfaction effectivement. Njo, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on l'attendait plus dans un rôle de remplaçant de Mazikou, donc en défense. C'est vrai, moi j'étais surpris de le voir. Le voir effectivement à la place d'un feu Koutessa, ça faisait se poser pas mal de questions, surtout que il est arrivé il y a 3 jours, il a eu combien d'entraînements? Un seul, de ce que j'ai lu dans la tribune. Niveau de connaissance avec les joueurs, c'était plein d'interrogations. Et franchement, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, j'étais étonnamment surpris, parce que je pensais pas avoir autant de vivacité, autant de essayer d'aller chercher la solution. Alors bon, effectivement, pas mal de centres ratés, des passes ratées que tu pensais aller être ratées, puis qui finalement retombaient dans les pieds d'un joueur. Donc franchement, non, sans déconner, moi, alors sans me dire que ça va être le pendant de coûter ça pendant une saison, parce que c'est pas encore le même gabarit et pas du tout le même genre de joueur, mais c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant. Il peut jouer effectivement aux 2 postes, vu qu'il a fait une mi-temps sur chaque ligne. Donc je le sauve, j'ai envie d'en voir plus, et je sais pas vous, mais moi son visage, il me fait penser à quelqu'un depuis hier, enfin depuis que je le vois, mais je sais pas qui donc. Mais je sais pas. Non, franchement, il a un visage, je sais pas comment vous dire, standard. Non, justement, il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est un acteur, un chanteur, ou j'en sais rien. Mais non, mais honnêtement, il me fait penser à quelqu'un. Il ne fait pas penser à Dave, le chanteur. Alors non, ça en tout cas pas. mais je sais pas si ça me viendra au cours de la saison, un truc comme ça. Mais j'ai pas ça. Je trouve qu'il a. Je vais aller regarder ça. Il faudra faire une analyse avec ChatGPT pour voir. Pas besoin de ChatGPT, t'inquiète. Donc je sauve Njo. Et tu sauves qui d'autre? Est-ce qu'il y en a un qui a un motif de satisfaction? Allez, on va dire en motif de satisfaction, on va dire
j'en mets 2 avec, mais sur un cran en dessous. Les performances de Sardanovic qui franchement offensivement c'est vraiment pas mal aussi. C'est un peu plus compliqué sur alors le troisième but, celui sur lequel Rouy, je vais y arriver, Frick lui le réprimande, on va dire. Je trouve ça un petit peu exagéré, effectivement. Il peut rien comme d'autres d'ailleurs. Mais par rapport à la presta qu'il a faite et puis en comparaison à ce qu'avait montré Magnin, ça me donne envie de le revoir. Et même si je trouve que malheureusement ça ternit un tout petit peu sa presta en provoquant le penalty, j'ai trouvé que la prestation de Fomba était pas mal non plus. J'ai trouvé en dessous Fomba par rapport à IB. J'ai envie quand même de le revoir. Ça me donne un peu en dessous aussi. Franchement, à IB je l'avais trouvé vraiment bon et là quand même moins. Mais oui, moi je suis d'accord avec. Je trouve que dans les duels il était moins présent que IB. Et encore une fois, j'ai appelé ça des je mettrais même des motifs de satisfaction. Pas dans le motif de moi je rajouterais Diallo. Parce que je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Dommage, pas assez de temps de jeu pour être analysé. Prometteur, il a une bonne frappe en fin de deuxième mi-temps. Il aurait dû commencer titulaire. Je l'ai trouvé aussi comprendre le jeu vite, faire des bonnes passes avec Steva. J'ai trouvé des... Je sais plus si c'était Steva. Je sais plus, il y a eu des combinaisons. Enfin moi, à revoir. Je demande à revoir Diallo en fait. Le pauvre, il rentre à chaque match. Il y a 3-1 pour l'équipe d'en face. Mais hier, quand même, j'ai trouvé intéressant. Le peu de choses que j'ai vues, j'ai trouvé intéressant et prometteur. Donc. Voilà, c'est bon. Les tops sont passés. On va ouvrir les dossiers. Les flops. Je vais pas prendre un parce qu'après, on va dire que je m'acharne sur lui. Du coup, je vais prendre un autre. Bah non, il joue pas, Magnin. Non, tu veux parler du gardien ? Non, moi je vais pas parler du gardien, mais on doit ouvrir le sujet gardien. Mais je laisserai à David cette honneur. Ah non, il était dans mes tops, mais j'osais pas le dire. Non, moi je vais parler de Baron. Ok. Baron qui a fait un match pour moi mou, des passes très molles, des passes ratées, beaucoup de passes ratées pour un milieu de terrain. Pour un latéral gauche au début, mais après milieu de terrain. À un moment il veut mettre une passe en profondeur à Enjo, elle est trop molle. À un moment dans l'axe, très bien, et ça c'est dommage parce que c'est des actions avec lesquelles on peut pas. Enfin, à un moment dans l'axe, potentiellement des actions dangereuses quoi. Il joue en retrait sur Frick ou c'est Frick qui lui met ou je sais plus, mais c'est tellement fouillis qu'on a l'impression qu'on va perdre la balle à chaque ballon qui touchait ou qui faisait en défense. Pour moi, Baron n'a pas fait une bonne prestation. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait de bonnes prestations, mais c'est lui qui me ressort en deuxième place le plus. Parce que le premier, je pense qu'on va en parler plus en détail. Non, moi on va dire le premier, je le laisserai à Bijan, comme ça c'est lui qui ouvrira le débat. Non, mais. Je voudrais dire quand je m'acharne aussi. Non, mais non, parce que ce serait trop simple, après on clôt le débat. Dis-moi. Allez, notre ritournelle de malheureusement Guillemeno. Alors ok, d'accord, il met la passe d'Es pour Steva, on va dire un peu chanceusement, mais au-delà de ça... Alors, vous pensez qu'il a touché combien de ballons Guimeno hier ? C'est-à-dire, certes, il n'a pas été beaucoup trouvé, mais franchement, sans déconner, il nous faut un attaquant, quoi. Ouais, il nous faut un attaquant, ça, on le dit depuis le début. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi je le mets en flop, parce que si on attendait quelqu'un, c'était un attaquant aussi, et... Braz, j'espère que ça n'en a pas pour le moment. Parce que si on doit se contenter de Guillemeno pendant, j'en sais rien, ne serait-ce que 4 matchs. On fera pas de malheur. On pouvait l'utiliser l'année dernière, on le faisait pas. Si on doit l'utiliser cette année alors qu'on n'a pas d'autre choix, sans déconner, là ce serait même plus un problème d'Eberly. Ouais, non, ça c'est clair. Il y a quand même une hype autour de Guillemeno. Je te jure que c'est vrai. J'ai entendu beaucoup de gens. Puisque la pré-saison a été bien réussie de sa part. Beaucoup de gens dire que Guillemeno va revenir fort, Vous y croyez au retour de Guillemeno ou pas ? Il a fait une bonne pré-saison, même lui il le dit que cette saison... C'est différent. Il a dit cette saison c'est différent, il s'est préparé physiquement et qu'il est prêt enfin qu'il sent un autre feeling que par rapport à la saison passée. Maintenant, à lui prouver sur le terrain que dans les vrais matchs que... On lui laisse encore des chances ? Moi je lui laisserais encore quelques chances, mais c'est vrai que... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est vrai, il y a peu d'attaquants qui ont eu autant de chance dans leur vie. Mais... nous, on espère tous qu'il
qui va nous surprendre bien. Mais j'ai senti déjà un changement de caractère sur le terrain. Je le vois moins nonchalant. Quand même, je pense qu'il se donne un peu plus, ce qui est louable pour un attaquant qui est en méforme comme ça. Mais voilà, déjà la passe D, bon, il la fait pas exprès, hein, mais parce qu'il sait contrôler. Ça fait une passe D, ça peut donner de la confiance. Ça fait des stats. Ça peut donner à lui maintenant d'engrainer, de continuer comme ça. Ok. Moi, c'est le seul joueur que je serais d'accord de vendre sans problème au mercato d'hiver à 6 mois de la fin de son contrat. Mais il est invendable. Qui voudrait prendre un joueur Il est invendable. Ouais, mais pour une fois que je suis d'accord. On va ouvrir le dossier. Le dossier des gardiens qu'on ouvre à peu près à chaque émission, donc tous les 3 jours. Là, on commence à... Je vais pas me jeter des fleurs, mais à l'analyse du match aller, c'est l'aller que j'ai fait avec toi contre Pilsen. Ouais. J'avais prévenu que si on continue, et je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais que si on continue comme ça à alterner les gardiens, c'est les 2 qui seraient impactés négativement. Oui. Mais ça, on le savait. On a l'expérience des autres clubs qui l'ont fait. Aucun club n'a fait ça plus d'une saison. C'est ça. Frick hier a pas été très bon, mal contre Pilsen non plus. Frick contre IB non plus. Frick le contre seul IB. bon match des gardiens, c'était Pilsen au match aller. Pilsen au match aller. Et c'est que des erreurs de gardiens. Ouais. Donc, on fait comment? Mais il faut mettre une hiérarchie claire. Il faut arrêter avec ce truc de un joue la Coupe d'Europe. Et en fait, le problème, c'est surtout que là, on se dit ok, on joue la Coupe d'Europe, mais si on perd les 3 matchs, c'est-à-dire que celui-là qui jouait la Coupe d'Europe, il joue pas. Ou on fait comme la saison passée, on fait ah bah non, en fait, on fait l'inverse. C'est Frick qui reprend le championnat parce que là, c'est ce qu'on avait fait l'année passée. Pour moi, il faut établir une hiérarchie claire. Il faut dire voilà, il y a un numéro 1, l'autre il peut jouer la Coupe de Suisse, mais voilà, il jouera pas si l'autre est en forme. Et s'il est s'il est en forme, non. S'il est pas blessé, donc apte à jouer. Et puis voilà, il faut dire aussi que voilà, si cette hiérarchie ne plaît pas au gardien, qu'il est libre de partir au mercato. La question, c'est qu'on est encore en phase de transfert. Est-ce qu'il faut pas se séparer d'un des 2? Mais est-ce qu'un des 2 veut partir sachant qu'il pense qu'à Servette, il a l'occasion de jouer et que peut-être il partirait dans un autre club en tant que numéro 2? Tout le dilemme est là, en fait. Ça dépend, vu l'âge et la performance des gardiens, dans quel club il pourrait signer. Les 2 sont assez... Jérémy Frick, c'est 32 ans. 32 et Matt 34. Tu peux plus les mettre dans... Pour un gardien, ça va encore. C'est un âge où c'est ok, tu vois. D'accord, mais je ne veux pas non plus nous minorer, mais en venant de Servette, tu veux jouer, on va dire, dans une première division. Tu vas où? Bah, tu restes en Suisse. Alors, pourquoi tu vas pas en République tchèque? Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas pas aux Pays-Bas. Oui, c'est des championnats qui sont mieux que le nôtre. Ouais, alors, ok, mais alors dans ce cas-là, tu pars loin. Enfin, c'est plus les mêmes. C'est la question que je pose. Est-ce que finalement, si c'est intenable, personnellement, il faut que les 2 partent. Si c'est intenable, pourquoi pas mettre le petit. Les Besson, il s'appelle le 3e gardien. Aubert. Besson, il est en Aubert. Sofiane Aubert, un truc comme ça. Marouane. Si pourquoi pas mettre lui en numéro 2? C'est ce que je dirais. Et laisser partir un des. En fait, le problème, c'est que il y en a un, c'est un jeu de Parce que est-ce qu'il y en a un, est-ce que si à partir de maintenant, si Eberly, il dit bon maintenant, j'ai pris la décision. Il y en a un qui serait plus d'être numéro 2 que l'autre. Voilà. Comment réagit l'autre? Qui est numéro 1 ou qui est numéro 2? Numéro 2, pardon. Bah, s'il est numéro 2, je pense qu'il accepterait plus facilement. Et bon, il serait un peu, je pense, énervé, mais il partirait en mercato. Ouais. Mal. L'autre, je pense tu penses que. Frick, je pense que tu le mets. Ce serait différent l'un et l'autre. Je pense que tu le mets numéro 2. Il y a une tension dans le vestiaire. Et c'est peut-être le coach qui part. C'est pour ça que pour moi, je pense que les 2. C'est un leader dans le vestiaire. Ouais, il a ses relations avec Cogna, Séverin, Rouillet. Et que s'il est de mauvaise humeur, bah, je pense qu'il va gueuler dans le vestiaire. Ouais. Enfin, s'il est mis numéro 2, je pense qu'il va pas accepter. Tu penses pas qu'il serait pas d'accord de mettre le collectif en avant? Je pense... Le club, l'équipe en avant? Bah, je pense que ça aurait été déjà le cas s'il était prêt à accepter d'être numéro 2 facilement. Ok. Je pense que le club l'aurait déjà fait. Ok. Parce que en termes de performance, mal
a eu des meilleures performances la saison passée. Ouais. Et pourtant, il y a encore cette histoire de qui est le numéro 1. Alors que dans un autre club, avec d'autres gardiens qui n'ont pas d'attache peut-être au club ou à la région dont est affilié le club, s'il y a cette situation-là, celui-là qui est moins performant, il est sur le banc. Moi, je pense que CQFD ? Non, moi, je pense qu'à terme, les deux doivent partir. Les deux pour une raison simple. Il faut un renouvellement des gardiens. Pour une raison que les deux commencent, même s'il y a pour le jeu au pied 34, il y a déjà ça. Il y a au niveau de progression, au niveau d'âge. Mais tu fais grimper petit à petit les jeunes. Tu fais grimper les jeunes. Mais, tu laisses un gardien, tu peux pas le faire grimper comme ça. Un gardien, mais non, moi je pense qu'il faut. Non, pour moi, il faut là, prendre. tu gardes le numéro 1, que ce soit un des deux, Frick ou Mal. Plus le numéro 2 qui jouera les coupes, ça sera le jeune. Ouais. Et il se fait l'expérience. Alors je veux bien. Mais alors dans ce cas-là, si on, c'est horrible à dire parce que les deux, t'as pas envie de les mettre sur la touche, mais à terme, on va être obligé. Parce que mais là, tu vas trop loin. Moi, je sais que je vais trop loin. Là, tu parles d'une situation qui va arriver dans 3 ans. Dans 3 ans ? Je pense que Frick, il a un contrat, il va jusqu'à quoi ? Mais je pense pas que dans 3 ans, on a encore une alternance mal Frick. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'auras sûrement Mal partira avant Frick. Oui, bien sûr. Voilà. Frick, il va rester jusqu'à la fin de son contrat. Je pense qu'il lui reste quoi J'ai pas la confiance. J'ai pas la confiance. 2027. Ah ouais ? Ça va pas jusqu'à 2028, ça fait 3 ans. Absolu dans Frick pour tenir Servette en Europe. Et le truc, c'est que tu peux pas garder 2 gardiens qui se pourrissent. Toi et moi, on a un club qu'on aime bien qui est le Paris Saint-Germain. Ouais. Et combien de fois on a vu que l'alternance des gardiens, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne mais dans tous les clubs. Mais en plus, ça pourrit un vestiaire. Au Real, il y a eu pareil. Il y a eu pareil, je me souviens. Et moi, je pense que pour une question, quitte à ce qu'on fasse un peu comme ils ont fait, c'est quoi, IB avec Keller, où justement tu prends les deux en 2027, si jamais. 2027, ok. Gardien, tu prends un gardien qui a une référence. C'est pas terminé cette histoire. Tu prends un gardien qui a une référence en Super League et tu prends tes jeunes comme numéro 2 et 3. Alors, on se sépare des 2 joueurs et on prend Ziggy. Pourquoi pas. Ziggy, il a quel âge aussi? Ziggy, je sais pas. Peut-être un peu. Il faut arrêter d'avoir. Gardien, je sais pas. Le luxe. Gardien. Comment on dit, on installe Aubert. Marwan Aubert. Je ne connais pas suffisamment pour avoir de. On m'a dit que c'était un bon gardien. Il faut arrêter d'avoir ce luxe d'avoir 2 bons gardiens. Ça peut avoir son côté utile si tu en as un qui est blessé. Mais après, justement, tu as toujours cette guéguerre qui fait que l'un va se sentir plus légitime que l'autre parce qu'il aura tenu la baraque pendant tant de temps. Mais en fait, c'est ça, ils jouent les deux avec la peur de se faire prendre la place par l'autre. Ouais. Et du coup, ils font plus d'erreurs. Ouais, faudrait pas que. L'Afrique, il fait un match comme ça parce qu'il sait que si il rate plusieurs matchs, il est pas en confiance. C'est Mal qui va être mis dans le 11. Ouais. Et puis en vrai, ce qui aide pas non plus, c'est les gens qui en parlent autour. C'est la presse. C'est inévitable. Le sport qui fait des sondages. C'est inévitable à un moment donné. C'est inévitable, mais ça aide pas non plus. Ça, c'est clair. Eux, ils lisent les journaux, ils regardent. Bien sûr. Et puis, si vous écoutez, gros bisous à vous. Et puis, comme tu dis, si Romano il pose 3 fois la question à Eberle sur les gardiens, ça m'énerve. Il pose aussi 3 fois la question quand Mal il était venu pour la conférence de presse. Il y a tout le monde qui pose la question. Du coup, la hiérarchie des gardiens. En fait, dans leur tête, c'est redondant. La hiérarchie des gardiens. Hiérarchie des gardiens. Ok. Il y a une hiérarchie des gardiens. Ok. Mais je pense même à terme, c'est pas impossible que eux veulent partir. Ils veulent y partir. Je doute que Frick partira. Ouais, je doute aussi. Alors Mal, en tout cas, ouais. Je pense que c'est la solution. C'est malheureux à dire, mais ça risque d'être la meilleure solution, quoi. Il y en a un qui est trop important au vestiaire. Ouais, mais qui est moins bon. Qui est moins bon. En fait, c'est les sorties, les gars. Juste les sorties dans les corners, sur les centres. Il est moins bon que Mal. Oui. Les sorties même face aux joueurs. Sorties au pied. Une fois sur 2, c'est pénal. En fait, le truc, c'est qu'avec Frick, je pense qu'on a des stigmates. Pour ceux qui le suivent depuis longtemps. Et je pense qu'on a toujours ce truc de se dire, comme hier, et ça faisait longtemps. Elle est pour quand la prochaine ?
On n'est pas serein. On n'est pas serein. Mal, tu te dis que s'il va se prendre un but, ça va être. Alors bon, on va éviter de repenser à Pilsen parce que c'est un peu le match non-sens pour Mal parce que ça lui ressemble pas à ce genre de match. Ouais, mais comme le disait très bien Neil Hassan, Mal, il est là quand on prend 6-0 contre Bâle. Je sais, ça je m'en souviens, ça m'a fait mal aussi. Mais je veux dire, je pense qu'à un moment, il y a tout le monde qui a abandonné sur ce match. Et je crois pas que c'est une boulette de Mal qui est. C'est pas une boulette de Mal, non, effectivement. Mais pour moi, c'est aussi l'attitude de Frick. C'est quand même le capitaine de l'équipe. À un moment, il y a ces histoires. Il devrait prendre la parole, je trouve, sur ce sujet-là. Le fait de je pense pas. Moi, je pense que c'est à Eberly de prendre la décision et d'être clair. Il faut le dire parce que le fait de botter en touche à chaque fois qu'on pose la question, ça va faire juste en sorte que les gens vont encore plus poser la question et que les gardiens vont être encore moins rassurés sur leur position en tant que gardien. Parce que à chaque fois on leur pose la question, non, on répond pas des gardiens, on parle pas des gardiens. Ouais. Alors on sait pas, on invente, on théorise. Et si on théorise, après eux, ça leur fait chier parce que voilà, on commence à dire que l'un est meilleur que l'autre est plus mérite sa place et eux, ça leur met en stress. Mais en même temps, si on nous donne pas de réponse, on va t'as raison. Et moi, pour moi, il y a le coach, ok, mais il y a aussi le capitaine. Et le capitaine devrait prendre parole en tant que représentant de l'équipe de Servette, de dire voilà, non, il pourrait juste faire une déclaration. Non, pour moi, ça me dérange pas d'alterner avec Mal. Voilà. Point. Ça réglera pas la quand même. Ça atténuera. Je suis pas sûr qu'il le fasse parce que l'année dernière il s'était plaint justement dans les journaux de pas jouer suffisamment. Ou alors il dit juste le coach il a dit que jouait le championnat, Mal joue la coupe. Voilà. C'est juste une déclaration. Il répète ce que le coach a dit, mais il fait une déclaration. Là, le fait de pas te dire, c'est qu'il ambitionne de jouer tous les matchs. Tu vois. Il peut pas ambitionner. Ça. C'est un compétiteur. C'est un gardien. À un moment. Il veut jouer tous les matchs. Mais Eberly a choisi, donc il le jouera pas. Mais il l'a pas dit clairement. Enfin, il l'a dit, mais il l'a pas. Il l'a dit. Il l'a annoncé. Il l'a dit. Si, il l'a annoncé. Bref, messieurs, on va s'arrêter sur ce débat des gardiens. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et avec qui vous commenceriez. Ça crée des clans. Je sais. Il y a les pro-mal, les pro-fric. Les pro-mal, les pro-fric, effectivement. Nous, on va s'intéresser un petit peu à la Super League. On a commencé l'émission au moment d'enregistre, pour tout vous dire, les matchs n'étaient pas terminés. Mais on va commencer avec les matchs qui se sont joués samedi. Et samedi. 4-0. Samedi, Winterthur et Young Boys Bern se sont séparés sur le score de 1-1. Bâle s'est imposé contre Getse 2-1 à Saint-Jacobs Park. Et Servette a perdu 4-1 contre Saint-Gall. Aujourd'hui. J'étais pas au courant, ça. J'ai pas vu le match non plus. Non, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, Thun s'est imposé à la Stockholm Arena contre Lausanne 2-1. Sion s'est imposé 4-0 à Tourbillon contre Lugano et Lucerne et Zurich se sont quittés sur le score de 1-1 à Lucerne, à la Swissport Arena. Messieurs, est-ce que vous avez regardé, lu, analysé quelques matchs de cette journée-là ? Est-ce qu'on commence à voir un peu les forces en présence ou franchement c'est encore un peu brouillon un peu partout quoi ? Un très bon début de Thun. Comme on avait dit, les néo-promus, généralement, ça livre des très bons débuts de saison, à voir si c'est dans la continuité. Oui, mais c'est assez rare que les néo-promus gagnent les deux premiers matchs. Ouais. Ils peuvent faire match nul et victoire, et enfin, on ne peut pas perdre. Mais seul, je crois, 2 fois. Sion l'année dernière et Zurich. Exact. Sinon, les forces annoncées en début de saison, Bâle, IB, font des débuts timides pour l'instant. Ouais. Je pense que la machine démarrera plus fort. Je pense que eux, après l'Europe, quand ils auront joué leur tour, les équipes qui jouent l'Europe, en fait, finalement, avec Servette, Lugano et Lausanne, c'est des équipes qui ont mis une priorité sur d'autres matchs que le championnat. Getse continue sa descente aux enfers. Lausanne est sur la demi-teinte. Lausanne. Bien. Lugano est un peu dans une forme catastrophique comme nous. Lugano, actuellement, ça fait un pas début fort, de saison.
Lugano. Le classement est à l'envers, t'as vu? Ouais. Lugano est passé dernier, on n'est plus dernier. Ouais. Bon, c'est anecdotique. Ouais. Mais c'est grâce au on jouera les barrages. N'est-ce pas là rassurant que Servette est à -5 de goal average et finalement ça. C'est compatible. Ah non, par contre, ça c'est ultra Servette compatible. Ah, on est d'accord. Ça, si il faut trouver un motif de satisfaction. Non, satisfaction, non. Si. Cohérence. Ah, non, moi je suis satisfait. Non, je peux pas me satisfaire. Je suis étonné quand même que les 3 meilleures équipes pour l'instant des 2 premiers matchs, c'est Thun, Saint-Gall et Sion. Ouais, pas faux. C'est les seules équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, qui ont donc 6 points. Voilà, ceux qui ont. Voilà. Après, vu le mercato de Sion, le classement anecdotique mercato pour le moment. Ce qui m'étonne, c'est plutôt Saint-Gall et Thun qui n'ont pas fait un mercato incroyable. Non, mais ils ont. Autant Thun mise un peu sur la continuité. Pourquoi changer une équipe qui gagne? On l'avait vu avec Servette quand il était remonté. On l'a vu même avec Sion l'année dernière. En revanche, Saint-Gall qui a perdu pas mal de joueurs et qui les remplace par plutôt des jeunes et des petits transferts vers l'Allemagne. Ouais. Bon, c'est le début, Lucerne, mais. Lucerne aussi. Ouais, Lucerne. Ouais, mais ça donne plus envie de voir. Ça donne envie de voir jouer en plus. C'est ça. Ouais. Lucerne ou Saint-Gall? Saint-Gall, c'est franchement, quand tu regardes le match, tu te dis que tu es du côté Saint-Gallois. T'as envie de voir ce que ça donne sur le reste. Le fond là, c'est fort. Le premier match, ça baballe et ça va. Ça baballe. À la baballe. Saint-Gall, c'est 2 victoires contre effectivement Servette et Bâle. Ça baballe là-bas à la baballe. Ouais. On trouve des motifs de satisfaction comme on peut. On fait un jeu de mots à mucho. Voilà, donc comme tu dis, je vous donne le classement. Sion, Saint-Gall, Thun, IB, Lucerne, Lausanne aussi, première place. C'est qu'anecdotique, mais 7 Bâle, 8 Vinti, 9 Zurich, 10 Getse, 11 Servette, 12 Lugano. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Le classement est à l'envers, je t'ai dit. Ouais, à part Getse finalement qui est à sa place. Mais... pour le reste. Bon, c'est qu'anecdotique, il n'y a eu que 2 matchs. Je pense qu'à partir de 5 matchs, on pourra commencer à regarder le classement. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a... Donc pour vous, pour le moment, on reste un peu... On navigue en eau trouble pour le moment. Ouais. On ne sait pas trop. Pour l'instant, Saint-Gall... Lugano Saint-Gall a fait fort en mal. Ouais, en mal. Enfin, en mal. En Joël. Ouais. Disons que c'est surprenant de les voir. On s'est dit, après la fin de saison catastrophique de l'année dernière, on s'est dit, ils repartent sur de nouvelles bases. Ou est-ce que n'est-ce pas là aussi la fin d'un cycle du côté de Lugano? Peut-être que Lugano-Servette, c'est la fin de 2 cycles en fait. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est les 2 équipes. Et qu'on est toujours l'un à côté de l'autre finalement. Quand un va mal, meilleurs ennemis. Va bien, l'autre va bien. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Les copains. Les copains. Tes meilleurs amis, Lucas. Non, mais les pires ennemis. Mes meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis. Très bien, vous voulez rajouter quelque chose sur la Super League? De ce que j'ai vu, j'ai pas eu l'occasion de regarder les matchs, mais tu sais que j'ai failli t'écrire. Ouais, j'imagine bien. Ton copain Calissen. Bon, c'est pas un but extraordinaire, parce que je l'ai vu, je l'ai contre Thun. Ouais. Je suis d'aujourd'hui, je l'ai vu. Il est voilà. Mais au moins, lui, il marque. On joue sans attaquant. Oui, on a Maz qui marque. Content de voir que les clubs suisses se débrouillent en Europe, comme Lausanne qui a gagné son match. C'est vrai, mention spéciale à Lausanne. Big up à eux d'avoir passé un tour, d'avoir ramené un peu de points au UEFA. On a ramené un peu avec une victoire aussi. Mais Lugano, ça fait peur. On a perdu aux prolongations. Après, Cluj, c'est un beau club aussi. Hein. Ouais, mais quand même, aux prolongations, je pense que Lugano avait moyen. Le match aller, Cluj a mis, pour l'avoir vu en partie, Cluj a mis quand même un bus. Et ça, c'est pas bien. Mais bon, ils sont passés. Je pense qu'il y avait moyen pour Lugano. Ouais. Lugano, d'ailleurs, je voulais voir contre qui ils joueront leur match de Coupe d'Europe. C'est contre Cellier. Ah, encore purée. C'est lui qu'ils avaient battu en. C'est marrant, les clubs suisses, on reprend chaque année, quasiment, tous les 2 ans, les mêmes reviennent. Et Lausanne, ils jouent Astana. Ouais, Lausanne vont à Astana. Qui est un déplacement très loin. Ouais, je sais qu'Astana, c'est plus proche de Tokyo que de Bâle. Ah ouais, courage à ceux qui feront le déplacement courage à Astana. Effectivement, Bâle et IB, on pourra peut-être en parler, parce qu'on va parler d'Europa League et de Utrecht. Mais Bâle, on ne sait pas encore contre qui joueront. IB joue contre IB, ouais. IB, ils peuvent jouer les mêmes adversaires que nous si on passe. Si on passe, ok. Je te la donne après. Parce que
Transition tout trouvé. Prochain match, jeudi. Je vais vous donner la date exacte parce que je ne sais pas à quel moment. 7 août. Jeudi 7 août, 21h. 20h30. On l'a refait. Jeudi 7 août, 20h30. Ne soyez pas en retard. Servette recevra donc Utrecht pour le. Si vous loupez 30 minutes, vous loupez le match. Hein. Ouais, c'est terminé à la 28e. Effectivement. Big up Thomas Eberly. Donc voilà, c'est Servette affrontera donc Utrecht pour le match aller de ce 3e tour de qualification d'Europa League. On a un auditeur que je remercie, Edsim, qui nous a fait un petit résumé de comment joue Utrecht. C'est un expatrié, enfin il a vécu, il est né à Genève je crois. Ouais. Il est parti aux Pays-Bas étant plus jeune et maintenant il vit aux Pays-Bas. C'est toi qui as parlé avec lui donc. Ouais, mais c'est un fan de Servette. C'est cool. D'abord. Et puis il est devenu petit à petit, en habitant dans la région, fan de Ajax et de Utrecht. Enfin de Utrecht et Ajax dans cet ordre-là. Okay. Et puis voilà. Gros big up à lui, gros bisous à lui en tout cas. Et il nous a fait un petit résumé de quoi s'attendre pour le match contre Utrecht. Alors, c'est une équipe qui finalement joue à la hollandaise, une équipe qui joue avec au sol, qui joue en football total, comme on dit, comme on appelle ça, le total football de néerlandais. Mais une équipe qui, mine de rien, ne se crée pas beaucoup d'occasions au final, mais qui est diablement efficace. J'ai pas vu le match contre Sheriff Tiraspol, Utrecht Sheriff Tiraspol, mais j'ai vu les buts. Et le premier est effectivement un modèle de construction de jeu, j'ai envie de dire à la hollandaise. Le deuxième et le troisième sont des corners par contre. Donc, Servette va affronter une équipe qui joue. Qui est létale. Qui est létale au final, mais qui aime avoir la balle, contrairement à Pilsen, qui était plutôt physique. Est-ce que finalement, c'est pas mieux adapté aux qualités de Servette de jouer une équipe comme ça ? J'ai envie de te dire oui, parce que ça me rappellerait le match des Rangers. Rangers, qui avait quand même une capacité physique qui on a réussi à tenir, justement. Ouais, mais là, je pense Utrecht, c'est moins fort physiquement que les Rangers. Je me dis, si on a pu déjà connaître ce motif d'espoir, est-ce que voilà, c'est pas une équipe Servette compatible pour, Moi, je pense que oui. Peut-être. Après, ça reste quand même très fort. Et moi, c'est pas sur les forces en puissance que je parle aujourd'hui. C'est sur le mental. Oui. Mais après, il a dit quelque chose qui est très important, c'est que Utrecht n'a pas d'expérience européenne. C'est un club qui n'est pas habitué à jouer à des compétitions européennes, qui a peut-être joué dans les années précédentes, mais il y a plus longtemps. Mais en tout cas, c'est pas un club qui a de l'expérience dans les... Je suis d'accord avec toi, j'entends l'argument. Après, c'est pas j'entends, mais c'est pas quelque chose qui me rassure. Oui, mais c'est pas quelque chose qui me rassure non plus. Pour moi, ça me rassure un peu parce que c'est peut-être mentalement, ils seront pas autant que... Parce que là, ils ont fait une super saison la saison passée, mais c'est une saison à part. C'est vraiment une saison extraordinaire dans leur cursus. Je suis d'accord, mais personne ne voyait... C'est comme nous qui sortons de là où on va en Europa League. Ouais, mais personne ne voyait sortir Genk. Non, effectivement. Tu vois, donc, et pourtant, je veux dire, en termes d'expérience européenne, je suis pas sûr que Genk en avait largement plus que nous. Ils en avaient quand même plus que nous. Au niveau de l'histoire. Après, tu vois, j'en sais rien. Mais non, moi, c'est pas un argument qui me rassure. Tu vois, je vais pas arriver au stade en disant ah super, ils ont jamais été européens, ça va être facile. Ouais. Non, il dit aussi que c'est une équipe qui s'énerve vite si elle n'arrive pas à concrétiser ses occasions. Il va falloir leur rentrer dedans en fait. Je pense que va falloir jouer à la Pilsen finalement. Voilà. Faudra leur faire un football désagréable pour qu'ils s'emportent et qu'ils perdent leurs moyens. Et je vous donne les infos là. Utrecht en vrai, le championnat des Pays-Bas n'ayant pas commencé, commencera le 10 août. Ouais. Utrecht n'a une semaine n'a pas de match donc. A joué contre Sheriff, mais. Enfin, ils ont joué contre Sheriff, mais ils n'ont pas de match. Ils rejoueront contre nous donc. Ouais, Sheriff qui n'est pas le Sheriff non plus qu'on a affronté il y a quelques années, parce que là ils ont fini même pas premier, je crois, de leur championnat. Est-ce qu'il est assez rare pour le Sheriff Tiraspol. Sheriff, ils ont pas fait le titre cette année. Non, s'ils se retrouvent dans cette zone de qualif. Oui, mais j'ai pas fait le lien non plus. Mais. Donc voilà. Donc ils ont battu facilement le Sheriff. Ouais. Après, nous, il y a 2 ans, on a aussi battu Sheriff. Moins facilement. Utrecht, les joueurs à suivre de cette équipe. Justement, je regardais. Il y a un petit on nous a parlé de El Karouani, c'est lui. Latéral gauche. Mais bon, j'imagine un latéral qui monte beaucoup. Utrecht, c'est une équipe qui joue en 4-3-3, plutôt.
Je vous donne la compo du dernier match contre Sheriff Tiraspol. Ils avaient donc un gardien qui s'appelle Barkas, en défense centrale Vigever et Vanderhoem, à droite Ormans et à gauche le fameux El Karouani. En milieu en 3. Il y a 3, ils avaient Ngwanda, Onega, Zechiel et Jensen. Et en attaque, Min, Kathleen et Jonathans. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les noms me disent rien. Non, mais... les buteurs, c'était El Karouani, Vigover, Hormans et Jensen. Aucun des. Très bon sur coup de pied arrêté, il l'a dit aussi. Oui, contre Sheriff Tiraspol, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. En tout cas, le dernier, le 4-1. Ils ont gagné 4-1 à l'aller et 3-1 à Tiraspol et 4-1 à Utrecht. Mais voilà. Le fait que le match aller soit à Genève et le retour là-bas, est-ce que ça change quelque chose selon notre correspondant néerlandais, il a dit que Servette n'a jamais perdu en accueillant en premier le match. Donc en jouant à domicile le premier match. Mais finalement, il n'y a que Genk en fait. Non, parce qu'il y a Ludogorets. Sur une moyenne de 1. Il y a Ludogorets et Genk. Ouais. Et c'est non, Pilsen. Pilsen on perd. On joue d'abord là-bas? Non, on joue d'abord à la maison. Oui, les pénaltys, la séance de pénalty. On perd au tir au but. Oui, mais la séance de pénalty passe là-bas. Donc voilà. Mais voilà, ouais. Bon, maintenant personnellement, vous y voyez quelque chose de positif? Servette peut passer ce tour? Pour moi, ça va être compliqué vu la dynamique de Servette de ces derniers matchs. Ouais. Mais pour moi, est-ce que je peux vous donner un motif d'espoir? Si on a eu des chances contre Pilsen, on a des chances contre Utrecht. Oui, quand même. On n'est pas passé loin. Ouais, on n'est pas passé loin. C'est pour ça que je dis que si Utrecht c'est équivalent à Pilsen, c'est un style de jeu différent qui peut-être peut mieux correspondre à Servette. Il y aura des buts, je pense. Dans le match dans le match. Dans les match-up, comme on dit en basketball. Ça a l'air d'être une équipe qui joue, ouais. Motif d'espoir, c'est que si Servette passerait ce tour, il y a beaucoup d'adversaires qui, je pense, en toute honnêteté, pourraient être abordables par Servette. À part Genk. Et éventuellement le Dynamo Kiev, bien que je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut actuellement. Ouais, je pense que c'est fort, le Dynamo Kiev. Et Karabakh en cas de. Karabakh, c'est je veux pas prendre cette équipe. Mais par contre, c'est l'équipe qui fait toujours tomber les gros. Il pourrait y avoir Rielka ou Shelbourne. On pourrait prendre Pafos, on pourrait prendre RFS ou Kups. On pourrait prendre Breidelbeek ou Zrinjski Mostar. On pourrait prendre Lincoln Red Ems ou Noah. Aberdeen, Sigma Olomouc, Samsung Sport. Sigma Olomouc, c'est un vieux souvenir des Marseillais, ça. Haken ou Bran, Skandia ou Karabakh et Kairat ou Slovan Bratislava. Slovan Bratislava, ça doit être fort aussi. Hein. Des équipes beaucoup plus abordables que peut-être presque Utrecht. Et que la conférence, parce que la conférence, j'ai vu, il y a beaucoup d'équipes. Ouais, qui sont fortes. On pourrait prendre la Fiorentina on peut sortir contre la Fiorentina. Donc voilà, peut-être motif d'espoir. Je peux vous dire qu'il y a une conférence, mais du coup, juste question. Parce que je termine juste là-dessus, c'est que Servette, en fait, on prend le coefficient de l'équipe qui a le plus de coefficients. Je crois que c'est Servette, en fait. Servette Utrecht. Et donc Servette est la dernière équipe à être passée dans les équipes comment tu dis les bas de table. Non, qui sont tête de série. Tête de série, voilà. Oui. En conférence, si on perd, on peut jouer contre Fiorentina, la Z à Alkmaar ou Vaduz. Attention. Rapide de Vienne ou Dundee, Sparta Prague ou Arat Armenia. Sparta Prague, quand même. Anderlecht ou Sheriff, Crystal Palace. Crystal Palace, faut voir, il y a encore son broglio avec l'histoire Textor. C'est vrai. Si, justement, c'est vrai que peut-être il pourrait être reversé en Europa League. Başakşehir, Viking, Partizan, Belgrade, Hibernians, Celje ou du coup pas Lugano, mais ça peut être Celje. Cluj, Braga, Rayo Vallecano. Il y a des bonnes équipes dans cette conférence finalement. Shamrock Rovers, Balkany, Omonia. Donc en fait, en conférence, on serait Mayence, pas tête de série, Shakhtar. mais on est en Europa League. On peut tomber sur le Shakhtar. Qui sont très forts, Panathinaikos, Beşiktaş, Strasbourg et d'autres clubs. Le Pana ? Ah oui, s'ils perdent. S'ils perdent contre Shakhtar. Contre Shakhtar, ouais.
Le Pana, petite parenthèse, les gars, ils prennent Rangers maintenant, Shakhtar. Et on m'a dit que Shakhtar, ils sont sur une très bonne saison. Ouais, donc Shakhtar, une très bonne équipe. Chaque année, c'est bon le Shakhtar. Ouais. Ils ont de très bonnes recrues. Bon, messieurs, on va se quitter là-dessus. Et est-ce que. Dave, je me souviens plus, t'es superstitieux? Je suis pas censé être superstitieux, mais j'essaye. Tu nous donnes un résultat, un pronom? Ah oui, bah oui, ça je donne toujours. Alors je t'écoute. Ok, bon, 2-2. Je voyais des buts aussi. Et j'allais dire 3-2, mais je vais dire 4-3. Waouh, pour Servette? Ouais. Monsieur l'ami. Servette marquer 4 buts dans un match? Déjà 2-2, je sais pas d'où je le sors. Hein. Il est venu comme ça du cœur. Tu m'as dit que c'est 2 équipes ouvertes, ça va marquer des buts. Je voulais dire 3-2, mais je me dis bon, 4-3 pourquoi pas. 3-3 aussi, ça peut jouer. Mais en tout cas, il y aura des buts. Moi, je suis pas aussi optimiste que vous en termes de nombre de buts. Par contre, je suis assez optimiste sur. J'espère. Je parle avec le cœur. Une victoire 2-1 de Servette. Avec un vieux but de Rakuro sur un corner à la dernière minute. Qui touche des cuisses. Qui termine dans le but. Autogol, peu importe, on s'en fiche en vrai. L'important, c'est grâce au ballon. Comme tu l'as dit. Le ballon. Le top, c'est le ballon. Parce que sans lui, on ne peut pas jouer au foot, messieurs. Eh ben, merci pour ces analyses absolument éclairées. Et on se retrouve vendredi prochain pour l'analyse du Servette Utrecht. D'ici là, bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, bon matin. Et allez, Servette. Allez, ciao, Servette. ciao. Ciao. Ciao.